Donc, tout d'abord, une synthèse. On va faire un survol à 5000 mètres d'altitude pour, disons, jeter un coup d'œil à ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc, 6 conceptions possibles. Donc, une tirelire, c'est quoi? C'est une entité qui possède un état mutable, donc la quantité d'argent dans la tirelire, et des opérations qui sont possibles sur cette tirelire-là. Il s'agit d'un cas de figure très courant dans la modélisation orienté-objet. En considérant les possibilités qu'offre le langage C#, donc opter pour des classes statiques ou instanciables, choisir entre des méthodes statiques d'extension ou d'instance, dans ces circonstances-là, il existe précisément 6 conceptions possibles pour modéliser la tirelire et on les a codées une par une dans les parties 1 à 6 du TP. Évidemment, parmi ces 6 conceptions-là, il y en a 2 qu'on peut considérer qui sont meilleures que les autres. D'abord, le modèle 2, c'est la meilleure conception si on veut modéliser une seule et unique entité. Donc, les données, les méthodes dans une même classe statique avec des propriétés getPrivateSet, avec une propriété getPrivateSet dans ce cas-là, mais dans le cas général, on peut avoir plusieurs propriétés de ce même style-là. Le modèle 6 est la meilleure conception si on veut modéliser plusieurs entités de même nature, donc instanciables. Donc, les données et les méthodes dans une même classe instanciable non statique, les propriétés getPrivateSet avec des méthodes d'instance. Donc, il y a 2 principes importants qu'on a respectés dans les modèles 2 et 6. D'abord, on a mis les méthodes avec les données ciblées. Ensuite de ça, on a protégé les données au maximum. Donc, protéger les données, ça veut dire quoi? Ça veut dire limiter au maximum l'accès aux données pour les méthodes étrangères, donc situées en dehors de la classe. Choisissez toujours la protection maximale qui s'applique à la situation. Donc ici, on a les formes de données. On peut opter pour un champ privé, pour une propriété getPrivateSet, pour une propriété getSet, public, ou encore pour un champ public. Donc, on opte, quand doit-on opter pour un champ privé? Donc ça, on considère que ce qui est mieux, c'est plus c'est privé, mieux c'est. Mais évidemment, mieux c'est en fonction des circonstances. Donc, un champ privé, quand est-ce qu'on fait ça? C'est si la donnée n'a pas besoin d'être connue à l'extérieur de la classe. Évidemment, dans une tirelire, il faut savoir combien d'argent on a dedans. Donc, le montant doit être connu, donc on ne peut pas utiliser un champ privé dans ce cas-là. Pour ce qui est d'une propriété getPrivateSet, la donnée doit être lisible à l'extérieur, donc on peut savoir c'est quoi, mais on ne peut pas la modifier de l'extérieur. Donc, la donnée reste mutable à l'interne uniquement. Propriété getSet, la donnée reste lisible et mutable de l'extérieur. Idéalement, on réserve ce cas de figure-là pour des classes de données, donc des classes qui servent uniquement à stocker des données. Ensuite de ça, on a la possibilité d'utiliser un champ public, mais ça, en fait, c'est à éviter, sauf pour les données constantes ou quasi constantes, donc des static read-only, par exemple. Donc des const ou des static read-only. Sinon, on évite ça. De toute façon, si vous faites du Visual Studio, il va vous souligner ça en jaune. Il va dire avertissement. Donc, il est généralement préférable de mettre les méthodes avec les données ciblées dans une même classe. Mais, hélas, ce n'est pas toujours possible en pratique de faire ça. Principalement pour 3 raisons qu'on va approfondir dans les prochaines diapos. La première, vous n'avez pas accès au code de la classe pour la modifier. La deuxième, la méthode agit sur plusieurs données qui sont réparties dans des classes différentes. La troisième, la méthode peut s'appliquer à une même donnée, mais qui se retrouve dans plusieurs classes différentes. Donc, prenons un cas où on a une classe qui est non modifiable. Par exemple, vous voudriez ajouter une méthode à une classe qui existe déjà, mais vous n'avez pas le droit de modifier son code source. Typiquement, la classe fait partie des librairies standards du C# ou alors d'un package NuGet offert par un tiers. Par exemple, il n'existe pas de méthode pour renverser directement une string en C#. Alors, vous décidez de coder une telle méthode, mais puisque vous ne pouvez pas modifier directement la classe string, vous décidez de créer une méthode d'extension dans une classe utilitaire, comme vous avez fait pour le modèle 4. Donc, vous auriez une string ici, qui a une longueur, qui a
disons, un opérateur d'indexation. Et on définit une classe stringExt qui va contenir une méthode d'extension qui s'appelle renverser. À ce moment-là, on va pouvoir utiliser la méthode d'extension renversée sur les strings en la définissant dans une classe utilitaire. Parce que, dans ce cas-là, la classe string, elle n'est pas accessible. Vous n'avez pas accès au code, vous ne pouvez pas la modifier. Donc, vous êtes obligé de créer une méthode d'extension à l'extérieur pour pouvoir vous appliquer ça à une string. Ça, on a vu ça dans le modèle 4, qu'on peut faire ça. Donc, une autre alternative serait de créer une nouvelle classe qui hérite de string, par exemple string plus. Donc, ça, on peut faire comment? Grâce à l'héritage. Donc, cette classe va, grâce à l'héritage, donc par exemple, si on ferait string plus qui hérite de string, donc vous voyez comment, normalement, on note la notation d'héritage par une espèce de flèche blanche comme ça. Donc, string plus hérite de string. Vous définissez une méthode renversée là-dedans, et par la magie de l'héritage, la classe string plus va hériter de toutes les fonctionnalités de string, par exemple la longueur et l'indexation. Donc string plus va posséder aussi ces propriétés-là et tout ça. Donc, remarquez qu'en réalité, en C# et en Java, vous ne pouvez pas hériter de string parce que ces classes-là sont des classes scellées. On dit scellées en C#, en Java, on va dire des classes finales. Donc, par exemple, si vous étiez en Python ou de nombreux autres langages orientés objets, vous pouvez, disons, hériter de la classe string pour créer une nouvelle forme de string et rajouter des méthodes dedans. Donc, l'idée de faire que string soit une classe scellée au final, c'est pour augmenter les performances du langage. Donc, vous l'avez ici, public seal class string, ça c'est en C#, et public final class string, ça c'est en Java. Un autre cas de figure qui empêche disons, de mettre les données avec les fonctions, c'est si on a plusieurs données dans plusieurs classes. Par exemple, supposons un logiciel bancaire avec des clients et des comptes. L'opération retirer doit vérifier que le client possède les autorisations nécessaires avant de procéder au retrait. Donc, la méthode doit accéder à la fois aux données du client et à celles du compte. Donc, vous avez des comptes, vous avez un client. La donnée doit accéder aux données du client pour savoir si le client a les autorisations et aux données du compte pour savoir si le solde est suffisant et effectuer l'opération. Okay? Donc, vu que la méthode doit accéder au compte et au client, la question est où doit-on mettre la méthode retirée? Est-ce qu'il faut la mettre dans le client, comme ici, ou est-ce qu'il faut la mettre dans le compte, comme ici? Donc, on se pose la question. La méthode retirée doit accéder aux données du compte et du client. Est-ce qu'il faut la mettre dans le compte ou dans le client? Donc, dans ce cas particulier-là, la réponse est assez claire, mais ce n'est pas toujours aussi limpide que ça. Donc, la méthode devrait aller dans le compte. Pourquoi? Parce que le compte va être modifié par l'opération, mais pas le client. Donc, en général, c'est toujours préférable de mettre les opérations dans les classes qui vont être modifiées plutôt que dans les classes qui vont être juste, disons, utilisées. Donc, dans certaines autres situations, c'est loin d'être aussi clair que ça. En plus, si jamais il y a une des deux classes qui vous est inaccessible, alors vous allez nécessairement privilégier l'autre classe. Dans certaines situations, il n'y a aucune classe qui va l'emporter, et alors, mieux vaut mettre la méthode dans une classe utilitaire indépendante comme le modèle 3. Donc, c'est pour ça, même si on a vu le modèle, même si on a dit le modèle 2 puis le modèle 6, c'est les préférables, on a vu que des fois, c'est intéressant d'utiliser le modèle 3 dans certaines circonstances. Des fois, c'est intéressant d'utiliser le modèle 4. Des fois, c'est intéressant d'utiliser le modèle 5. Une même donnée dans plusieurs classes. Par exemple, toujours dans une application bancaire, vous avez des comptes chèques et des comptes épargne. Donc, compte chèque, solde, retirer, faire un chèque, compte épargne, solde, retirer, payer de l'intérêt. Donc, certaines opérations sont possibles uniquement dans un type de compte, alors que l'opération retirée est possible dans les deux. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier les choses afin que la méthode retirée soit codée juste une fois à un seul endroit? La réponse c'est oui, grâce à ce qu'on appelle une classe abstraite. Donc, une classe abstraite
ont principalement pour objectif de grouper des fonctionnalités communes à plusieurs classes. Dans le cas présent, on pourrait solutionner le problème de la méthode retirée en la mettant dans une classe abstraite ici, compte de base, avec un solde et une méthode retirée. Et après ça, on aurait un compte chèque qui permet de faire un chèque et un compte épargne qui permet de payer de l'intérêt. Semblablement aux classes abstraites, les interfaces ont pour objectif principal de grouper des méthodes communes à plusieurs classes. Contrairement aux classes abstraites, une interface ne possède typiquement aucune donnée ou méthode en propre, donc ses descendants doivent souvent déclarer la donnée et coder la méthode malgré tout. Mais on aurait pu, pour disons, simplifier un peu le modèle, on aurait pu créer une interface e-compte, mettre dedans un solde et une opération retirée et faire hériter à ce moment-là le compte chèque et le compte épargne d'un e-compte, mais à ce moment-là, le compte chèque et le compte épargne doivent quand même définir un solde et des méthodes retirées, etc. Bon, il y a moyen un peu des fois d'arranger un peu ça, mais disons, on ne veut pas trop entrer dans les détails. Là. Les interfaces, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en faire tant que ça là, dans cette session. Donc, en résumé, dans les parties 1 à 6 du TP, on a utilisé 6 techniques différentes de conception pour une même entité tirelire. On en a déduit 2 grands principes. Mettre les méthodes avec les données dans une même classe autant que possible. Protéger les données au maximum. Pour toutes sortes de raisons, ce n'est pas toujours possible de localiser les données et les méthodes dans une même classe, comme on le fait pour les modèles 2 à 6. C'est alors que le fun commence, si on veut, puis qu'il faut faire preuve d'ingéniosité en utilisant des classes utilitaires, des méthodes d'extension, des méthodes statiques, l'héritage, des classes abstraites ou des interfaces.